Une compilation d'études publiées par l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer nous montre que plus du quart des 300 additifs alimentaires recensés, donc des données françaises quand même, mais applicables un peu partout dans le monde, donc ces 25% de ces additifs sont à éviter ou sont peu recommandables. Bref, pas très bons pour la santé. J'en parle avec le Dr Richard Béliveau, qui est le directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer à l'UQAM. Dr Béliveau, bonjour. Bonjour. Le quart de ces additifs, d'abord peut-être expliquer aux gens pourquoi il y a des additifs. Oui. Bon, en fait, quand l'industrie transforme un aliment, elle le fait de trois façons principales. On peut modifier l'aliment, c'est comme ça qu'on a créé les gras trans. On transforme l'aliment, on le modifie. On peut dépléter l'aliment, c'est comme ça qu'on a créé les farines blanches. On enlève le germe, on enlève le son, et on fait un aliment qui est moins nutritif, mais qui est plus stable chimiquement, et ça permet de le garder plus longtemps. Et on peut additionner à l'aliment des molécules synthétiques ou naturelles qui vont avoir différentes fonctions. Lorsqu'on fait un additif alimentaire, on vise à, ça peut être de stabiliser le pH, ça peut être d'ajouter de la couleur, du goût, de l'odeur, ça peut être un agent texturant, ça peut être un agent émulsifiant, ça peut être un agent stabilisant, ça peut viser à augmenter la durée de vie, ça peut être un agent édulcorant pour augmenter le goût de sucre et ainsi de suite. On ajoute quelque chose dans le but non pas de jouer sur la santé, évidemment l'industrie n'a pas d'études pour la santé. Le but de ça, c'est de stabiliser l'aliment, c'est de le rendre plus attrayant, c'est de le rendre un meilleur produit commercial. Le but d'un additif, c'est d'augmenter le profit associé à la vente de ce produit-là en le rendant plus stable, en le rendant plus attrayant ou en le rendant plus compétitif par rapport aux autres produits équivalents. Mais en même temps, il y a des produits qui répondent, appelons ça, à une certaine tendance. Il y a une opération marketing. Quand on voit du Coke diète par rapport au Coke traditionnel, quand on voit des yogourts sans sucre ou des yogourts 0% de gras, puis bon. Je suis content que vous preniez cet exemple-là, parce que l'exemple des édulcorants, c'est probablement le meilleur exemple de l'effet pernicieux des additifs alimentaires. Les gens qui prennent une boisson diète, un Coke diète, s'imaginent que c'est meilleur pour la santé. En fait, les études montrent que c'est aussi pire qu'une boisson gazeuse régulière. Il n'y a aucun impact de la réduction de l'obésité ou du tour de taille ou de l'IMC chez les gens qui boivent des boissons diète versus des boissons non diète, parce que le cerveau enregistre le goût de sucre que vous lui donnez avec la boisson diète, mais d'un point de vue comportemental, vous augmentez votre prise de calories dans le repas ou dans la journée pour compenser le manque de calories que vous lui avez annoncé. Donc, les boissons diètes, les édulcorants sont une catastrophe métabolique d'un point de vue du contrôle de la glycémie. Ça joue sur l'inflammation. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des gènes qui étaient associés à l'augmentation de l'obésité, qui étaient modulés par des molécules comme des édulcorants comme le sucralose ou ainsi de suite. Il y a même des études qui ont montré que le sucralose, un des succès d'années de sucre industriel, un de ces additifs-là, était associé à la sélection de bactéries extrêmement pathogènes, Clostridium difficile, c'est des bactéries très dangereuses. Il y a des souches virulentes de Clostridium qui ont été sélectionnées chez des patients qui consommaient des doses élevées de sucralose. Parce que la bactérie peut métaboliser le sucre, ce que votre corps fait très mal. Donc, les édulcorants sont un exemple pertinent de ce que moi j'appelle globalement des perturbateurs métaboliques. C'est des molécules que l'industrie agroalimentaire a inventées dans les 50 ou 100 dernières années et qui sont associées à des facteurs de risque de santé qui apparaissent de plus en plus dans les études populationnelles au niveau du risque cardiovasculaire, au niveau du risque de diabète de type 2 et au niveau de l'augmentation du risque de cancer. OK, mais ça veut dire, en un mot, plus on mange des produits qui sont transformés et qui comportent des additifs, plus, disons, c'est nocif pour la santé, là? Oui,
c'est ça, exact. Les recommandations des agences de santé publique, on revient toujours à ça, manger surtout des végétaux. Les 2 tiers de votre assiette devrait être constituée de végétaux. Mangez le reste, mangez ce que vous voulez, des viandes, des poissons, des crevettes, des céréales, ce que vous voulez. Mais bannir le plus possible les aliments industriels transformés. C'est facile d'avoir un aliment industriel transformé quand vous avez besoin d'un doctorat en chimie organique pour lire ce qui est écrit sur l'étiquette, là, et quand des molécules en ose comme sorbitol, en ol, là, comme sorbitol, mannitol, xylitol, ainsi de suite, sont dans les premiers ingrédients. Quand vous avez sel dans les premiers ingrédients, quand vous avez huile hydrogénée dans les premiers ingrédients, ben c'est des choses à transformer. Quand vous achetez de votre boucher une pièce de viande, quand vous achetez un poisson à l'épicerie, quand vous achetez vos fruits et vos légumes, vous n'avez pas à vous poser ces questions-là parce que pendant les millions d'années que le métabolisme humain, que vos enzymes, que vos cellules ont évolué, elles ont mangé ces produits-là. Dans les 50, 100 dernières années, ces nouveaux produits-là, additifs alimentaires, sont apparus, mais on n'a pas la physiologie, on n'a pas la biochimie, on n'a pas les enzymes pour métaboliser de façon adéquate ces nouveaux produits-là. Vous êtes essentiellement le cobaye des essais de l'industrie quand vous faites ça. Les contrôles qui sont faits, les contrôles de réglementation sont faits de façon aiguë pour éviter les toxicités aiguës, mais lorsqu'on prend des aliments comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien, on développe des problèmes de physiopathologie qui sont associés à notre incapacité de métaboliser ces nouvelles molécules-là de façon adéquate. OK. Et je profite de votre présence ce matin parce qu'il y a une autre étude qui a été publiée cette semaine qui nous explique en gros que les gens qui consomment des aliments bio ont un risque d'avoir un cancer moins élevé, là, on disait 25 %. Oui. Est-ce que vous faites le lien avec la bouffe bio et le cancer, ou si vous faites le lien avec la bouffe bio, les gens qui en consomment, qui ont peut-être déjà en partant de bonnes habitudes de vie, puis le cancer, ça peut pas être juste le légume bio qui me donne pas le cancer, là. Exact, c'est en plein ça. Quand moi j'ai disséqué l'étude, là, quand l'étude est sortie hier, et en fait, dans l'étude où on voyait les impacts du bio, le groupe qui consommait du bio était également le groupe qui était le plus mince, qui consommait le plus de végétaux, qui consommait le moins de charcuterie, qui consommait le moins de viande rouge, qui était le moins fumeur et qui utilisait le moins de contraceptifs oraux. Et généralement, quand on mange bio, on mange pas de produits industriels. Fait que est-ce que l'effet rapporté dans cette étude-là et qui, malheureusement, dans les médias a été transformé et mal interprété en parlant d'un effet des aliments biologiques, c'est pas simplement dû au fait que ces gens-là également mangent peu de produits industriels, mangent moins de produits industriels transformés, qui eux ont dans certains cas, eu des rapports d'activité cancérigène. Fait que c'est difficile à distinguer. Dans cette étude-là, ce qui était nouveau et ce qui était confirmé, parce qu'il y avait eu une étude 10 fois plus de monde, avec 600 000 femmes il y a quelques années en Angleterre. L'étude dont vous parlez était faite en France, mais une étude faite en Angleterre avec 10 fois plus de gens montrait aucun impact des aliments biologiques sur la réduction du risque de cancer. Les recommandations des agences de santé publique sur la planète, c'est toujours manger beaucoup de végétaux, ne pas fumer et être mince, bouger beaucoup, mais manger beaucoup de végétaux. Il n'y a aucune agence qui dit de manger bio. Il n'y a pas d'étude concluante qui dit que le biologique est supérieur ou non biologique, sauf cette dernière étude-là avec un groupe plus restreint de patients. Et l'étude présente plusieurs biais méthodologiques, épidémiologiques qui nous empêchent, je pense, à part les auteurs de l'étude, là, de conclure de façon certaine que ce soit dû au bio et non pas à des facteurs qu'on appelle confondants en épidémiologie. OK, mais donc ça veut dire le bio, c'est correct, là, les gens qui veulent... Oui, exact, c'est ça. Vous pouvez manger du bio autant que vous voulez pour toutes sortes de raisons, pour des raisons écologiques, personnelles, environnementales, solidaires, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème à manger du bio, évidemment, mais il y a pour beaucoup de gens, le coût des fruits et des légumes est déjà exorbitant. Si vous ajoutez le coût supplémentaire du bio, mais là, vous allez restreindre. Le problème qu'on a en Amérique du Nord, c'est pas qu'on consomme pas des légumes bio, c'est qu'on consomme pas assez de légumes, point. Mangez-les frais, mangez-les pas frais, mangez-les congelés, mangez-les en conserve, mais mangez des fruits et des légumes, c'est ça qui est important. Quand on arrive avec un message comme ça, c'est un message un peu élitiste. Et les données scientifiques ne supportent pas le fait qu'on doive manger du bio. Vous pouvez manger du bio si vous le voulez, mais c'est pas une obligation pour la santé de manger du bio. Il n'y a pas d'études globales qui supportent ça. Il n'y a pas d'agence de santé publique qui supporte ça. Merci, M. Béliveau. Merci. Au revoir, bonne journée. Dr. Richard Béliveau, directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer à l'UQAM.